Nous appelons donc Fouad Gnen, Tariq Mellab, Abdel Jalil El-Bey, Rabah Hashishi, Sofiane Chafaï, Tawfiq Brikh et Amin Rahmani. Malheureusement, Salim Bachiri, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas pu être parmi nous ce matin. Tfadlou, messieurs, prenez place. Très bien, on est au complet, on n'oublie personne, tout le monde est là. Amin Rahmani, Tawfiq Brikh n'est pas là. Voilà, si quelqu'un peut l'appeler afin qu'il puisse nous rejoindre. Alors, il y a énormément de questions sur la plateforme, grâce bien sûr au QR code que vous êtes en train de scanner pour être avec nous en direct, que je vais vous répercuter. Mais d'abord, un vraiment premier tour de table, notamment avec Fouad Gnen, qui n'a pas fait de communication, mais qui communiquera par la suite sur une autre thématique, et également sur le représentant de Fortinet, Tariq Mellab. Sur les enjeux de manière globale de cette cybersécurité. On a eu quand même des présentations assez pointues sur des domaines particuliers. Peut-être une réaction après tout ce que vous avez suivi depuis ce matin? Fouad, Tariq, je vous en prie. Vous m'entendez? En principe, le micro, s'il vous plaît, pour Fouad Gnen. Alors là, ça marche? C'est bon, ça marche. Super. Technologiquement, je ne suis pas très avancé sur les micros. Alors moi j'ai été content de voir le dynamisme qu'il y a sur l'événement. C'est très important. Et puis les enjeux, on le voit, on l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui. On est dans une nouvelle ère digitale où on va utiliser beaucoup d'outils. Donc on va utiliser de l'IA, mais on va utiliser des outils de cyber, on va utiliser de la data. Tous ces enjeux-là, tous ces outils-là, tous ces domaines-là sont très importants. Et on va en devenir et consommateur et producteur. Et en même temps, ça va être autant notre force que notre faiblesse. Donc sur ces aspects-là, au fait, il ne faut pas être naïf, il faut se préparer. Et il faut bien construire, comment dirais-je, autant sa stratégie pour un go-to-market, donc comment je vais vers le marché avec cet outillage-là, etc. Mais autant comment je peux me défendre, comment je peux préparer ma résilience, ma cybersécurité par rapport à tous ces enjeux. Voilà un peu l'overview que j'ai pu avoir depuis 2 jours. D'accord. Tariq Mellab? Je pense que le constat, il est là. On a aujourd'hui une explosion de ce qu'on appelle la surface d'attaque, c'est le nombre d'objets connectés, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle. On a aujourd'hui, dans les maisons, là où on avait quelquefois un ordinateur, aujourd'hui on a 5 ordinateurs, on a les télévisions, on a les montres, on a à peu près tout. Les entreprises, pareil, avec l'avènement du télétravail, notamment avec la crise, avec la pandémie du Covid. Donc aujourd'hui, voir ces thématiques sous le feu des projecteurs, c'est vraiment très important. Ça permet de brainstormer tous ensemble, d'une part, d'apporter nos débuts de solutions. Et on voit que les choses bougent, et c'est vraiment très très important qu'on puisse mettre la lumière dessus, et surtout, au-delà des discussions, pouvoir derrière poser des actions concrètes afin de nous protéger, parce que c'est un enjeu majeur. Alors, les experts aujourd'hui estiment que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Est-ce que déjà vous partagez ce constat? Clairement. Alors, je le disais, elles sont plus nombreuses, d'une part parce que les possibilités, les portes d'entrée sont démultipliées. La surface d'attaque a explosé. Alors, ne serait-ce que pour parler des grandes entreprises, aujourd'hui, tous les objets connectés, toute la partie industrielle aujourd'hui est connectée. Et on a tendance à se focaliser parfois sur l'IT, mais on oublie beaucoup la partie industrielle, où les dégâts peuvent être beaucoup plus importants.
lorsqu'on parle de oil and gas, pour l'Algérie notamment, mais lorsqu'on parle aussi d'une entreprise qui est une simple PME qui est dans l'agroalimentaire. Lorsqu'on arrête sa chaîne de production, les risques sont catastrophiques. Donc il y a une explosion, on le voit, et à nous de nous préparer pour mettre en place les barrières qui vont bien. Très bien. Alors, une autre réponse éventuellement où on passe directement aux questions ciblées? Oui, Fouad. Moi, je voulais synthétiser cette sophistication, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne peut attaquer, ce que vous disiez, tout un ensemble d'éléments avec pas grand-chose comme moyen. Comment on en est arrivé à ça? En fait, les attaquants utilisent tout ce qui est automatisation des opérations, tout ce qui est cloud nativité, pour attaquer. Là où nous, quelque part, on n'utilise pas justement toute cette industrialisation de l'IT, toute cette automatisation de l'IT pour nous protéger. Donc c'est là où vient cette sophistication aussi, c'est cette possibilité qu'une personne puisse orchestrer plusieurs attaques en même temps, sur plusieurs vecteurs en même temps, sur plusieurs entreprises en même temps, de son salon, on en arrive à ça. Donc voilà un peu... Il fallait vraiment formaliser cette sophistication. D'accord. Alors, quelques questions très intéressantes du public présent dans la salle, mais aussi celles et ceux qui nous suivent via les streamings. Sauf si vous étiez en rendez-vous B2B, ça peut se comprendre. Hein, parce que l'événement, c'est ça. C'est à la fois les conférences, mais aussi les rendez-vous pour l'espace exposition. Alors, je disais des questions ciblées. Je vous les pose directement. Et puis, bien sûr, le panel est invité à réagir. Pour vous, Rabah Hachichi, pas mal d'entreprises aujourd'hui se disent expertes en sécurité. Mais est-ce vraiment le cas, sachant que l'Algérie, comme écrit le monsieur, n'a pas subi vraiment des attaques d'envergure et en prenant en compte l'infrastructure des entreprises publiques, notamment? Merci Ahmed, et désolé pour le retard. C'est une question très intéressante. Comment on s'autoproclame expert? Personne ne peut s'autoproclamer expert, c'est les gens qui vous présentent ainsi. En rentrant, je ne me suis pas dit expert, c'est Ahmed qui a dit expert de fait des informations, des connaissances qu'il a, et ensuite c'est l'activité, c'est l'historique, c'est la clientèle, etc. Si on arrive à gagner son pain avec notre expertise, c'est que notre expertise vaut la peine, vaut quelque chose. Ensuite, le contexte algérien. Le contexte algérien, on pourrait se dire en retard, parce qu'on n'est pas surexposé. C'est ce que j'avais abordé tout à l'heure. On était dans un coffre, on était dans un château fort, et on se retrouve exposé. On augmente nos surfaces d'exposition. Par contre, l'expertise algérienne, c'est une bonne université. L'expertise algérienne, c'est également des connaissances, du vécu, un peu de débrouillardise, etc. Ce que je peux vous assurer, parce que moi maintenant, je n'exerce plus en Algérie, c'est que la compétence algérienne et maghrébine plus globalement a sa valeur sur les marchés internationaux. Donc, il n'y a aucune question liée aux compétences par rapport à l'Algérie. C'est des prises de conscience. Elle est en train de se construire par l'État qui met en place des dispositifs de la réglementation, des orientations, et ça doit par la suite se suivre par une vraie régulation, une régulation basée sur une approche par les risques et en amélioration continue. C'est un peu ce que j'avais expliqué également. D'accord. Réaction sur cette histoire d'attaque d'envergure? Oui, oui, par rapport à l'expertise, je tenais à rebondir à ce que vient de dire là-bas. C'est vrai que l'expertise algérienne, elle est reconnue à l'international, et ça on le voit. Mais ce qui est important pour l'Algérie, c'est de pouvoir retenir ses experts. Et ça, c'est important parce que si on voit la vague d'experts qu'on a et qui vont vers d'autres cieux, ça peut être inquiétant. Donc moi, je pense que c'est important de valoriser ces métiers. Alors, on parle souvent de RSSI, mais en réalité, en sécurité, ce sont des métiers de la sécurité. Et dans les métiers de la sécurité, vous avez bien entendu le RSSI, mais il y a tous les architectes de sécurité, tout ce qui sont dans les différentes strates de la sécurité. Donc, il n'y a pas qu'un métier, mais il y a des métiers de la sécurité qu'il est important de valoriser et qu'il est important de défendre auprès des institutions et également des futurs praticiens de la sécurité qui sortent des universités.
Donc c'est important aussi D'accord. d'avoir ce discours et de prendre conscience de ce point. Alors, vous gardez le micro, une question qui vous est concernée. Actuellement, le monde fait face à une cyberguerre. Donc, sommes-nous en mesure d'y rivaliser? Et précision, pas défensivement, mais offensivement. On rivalise offensivement. C'est une question pour moi? Oui, oui. Alors, on rivalise offensivement. Je pense qu'on a de très très bonnes ressources qui sont reconnues à travers le monde, qui sont bonnes défensives, en défensive, mais qui sont bonnes aussi en offensive, en tout ce qui est sécurité offensive. Donc je pense que moi je suis confiant par rapport à cela. Si c'est une question directe, réponse directe, pour ça il n'y a pas de souci. Par contre, et peut-être qu'on aura un débat par rapport à ça, ce qui est important c'est qu'on mette en place des outils, et dans les outils ce sont tout le cadre qu'il faut mettre en place au niveau du pays pour pouvoir justement prétendre à bien se défendre en cas de grandes cyberattaques. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de points par rapport à ça. Mais par rapport à la question, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a de très très bons pentesters et on a de très très bonnes ressources dans l'offensive qui rivalisent actuellement avec les meilleurs. D'accord. Rabah Hajichi. Pour compléter la réponse de Sofiane, la prévention, le défensif, c'est l'affaire de tous, des personnes, des entreprises. Chacun défend ses actifs. L'offensive est une action réglementée. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle des institutions qui sont autorisées à le faire. N'oublions pas que c'est interdit de faire de l'offensive. On ne se défend pas contre un pays ennemi par soi-même. C'est l'État qui se défend. Ensuite, c'est des stratégies de cyberdéfense et de cyberguerre qui sont mises en œuvre par des professionnels dans le domaine. C'est une spécialité bien à part, bien évidemment. Très bien. Fouad. Ensuite, Tariq. Sans trop rentrer dans le détail, mais quand on va en guerre, il faut avoir un minima 3 grands piliers. Le premier, c'est la gouvernance. Le deuxième, c'est les people, vous en parliez depuis tout à l'heure, les compétences. Et le troisième, c'est les technologies. D'accord? Donc, je ne dis pas on est serein ou pas. Je dis qu'à minima, si on n'a pas une gouvernance générale, nationale, par rapport à la cyber, par rapport à... On va en guerre ou on se défend. Donc ça, on aurait un manque, ou si on l'a, c'est très bien. Si, côté people, on le disait, les compétences, mais pas que les compétences, c'est-à-dire les compétences bien formées, qu'on laisse aussi évoluer avec les technologies, etc. Et puis aussi nos partenaires technologiques, parce qu'il faut identifier les bonnes technologies, ne pas aller diversifier trop, parce que plus on diversifie, moins on maîtrise. Et donc tout ça, c'est important pour aller en guerre. Tariq Menab. Oui, mais en fait, moi, je reviens juste, je fais un petit flashback sur la question précédente à propos des attaques massives. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est connectée et fait face à des attaques massives. On n'est pas dans une sorte de château fort et il faut qu'on s'enlève de l'esprit qu'on est un peu en deçà, on n'est pas très exposé. Non, l'Algérie est exposée, l'Algérie est une cible et on doit se préparer et d'un point de vue humain et d'un point de vue technologique dès aujourd'hui. Ça a commencé il y a quelques années à se défendre. Parce qu'on est déjà à l'intérieur, les attaques sont quotidiennes, on est dans un contexte géopolitique compliqué, donc il ne faut pas avoir voilà, il ne faut pas être dans une chimère qu'on est déconnecté, on n'y est pas. Non, on y est et on se prépare pour cela. Je pense que ça, c'est vraiment très important de poser ça. D'accord. Alors, une question un peu plus globale que je vous pose. Quelle est la position d'Algérie aujourd'hui en termes de résilience cyber? Existe-t-il des études ou des évaluations sur les périmètres d'attaque auxquels les activités organisationnelles doivent faire face? Oui, Sofer? Par expérience, c'est une question très intéressante. On n'a pas de données. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des attaques, comme la plupart le confirment, mais il y a une certaine réticence à donner l'information. C'est presque une honte de dire qu'on est attaqué. Et par expérience, en 2003, un grand organisme a eu un ransomware. Donc c'était déjà en 2003. Et je pense que l'État doit obliger toutes les institutions, les entreprises, à faire le bilan de
des failles ou des attaques qu'ils ont eues chaque année, et puis les responsabiliser responsabiliser les premiers décideurs à rendre des comptes, les responsabiliser sur toutes les données qui sont extraites ou toutes les attaques qui ont eu au niveau de leur entreprise. Comme ça, il y aura une transparence, il y aura des données et ça va sensibiliser les décideurs de prendre les mesures nécessaires. Parce que l'information, ça reste quand même la propriété de l'entreprise et l'entreprise ou institution est responsable de cette information. D'accord. Oui. Amin Rahmani. Alors, je rejoins l'avis de Théophile. C'est vrai, c'est un problème que sur la place de l'Algérie, ou bien même la question concernant les attaques massives, c'est que les entreprises, plus ou moins, sont réticentes d'en déclarer d'être attaquées par rapport à d'autres pays. Une autre raison sur cela revient peut-être à la formation. On parle tout de suite sur les universitaires, il faut profiter des universitaires. Je dirais il faut profiter de la formation et réorienter d'ailleurs la formation universitaire afin de l'adapter à tout ce qui est professionnel. Parce que maintenant, tout ce qui est académique, c'est ce qui est remarqué. C'est tout ce qui est académique par rapport à ce qu'il existe. Et peut-être les chefs d'entreprise ici peuvent le confirmer par rapport aux stagiaires et tout. C'est que ce qui existe en académique, ce qui existe en professionnel, c'est différent. Donc il faut aussi réorienter plus ou moins les formations basées sur des formations professionnelles, des formations qui donnent la vision générale du marché de cybersécurité et les techniques qui existent. Et aussi une autre raison sur peut-être les raisons d'investissement en matière de cybersécurité. Que ce soit pour les consultants, les entreprises refusent parfois d'investir avec des consultants de qualité, ou bien d'investir dans des technologies de cybersécurité peut-être de pointe ou bien de plus avancées. Donc je pense que c'est les deux raisons que je rajoute pour tout faire. Très bien. C'est ça. Oui. C'est bon. En fait, exactement, je rejoins le même avis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que parfois les entreprises sont déjà attaquées, mais ils n'ont pas les moyens ni les outils de les détecter. Et d'abord, il faut se lancer dans un minimum, c'est d'avoir les outils de détection. Et par la suite, faire des stratégies ou bien développer des stratégies selon les normes de faire face aux différents types d'attaques. Parce que plus souvent, dans le domaine industriel, les industriels disent que dès que je ne suis pas connecté à Internet, il n'y aura pas de souci, je ne serai jamais attaqué. Alors que les études ont montré que 80% des attaques viennent de l'intérieur, viennent des utilisateurs dans le sens où ils utilisent par exemple des flash disks, ils utilisent des équipements, des périphériques qui font passer des types de malware ou des virus qui vont permettre à des attaques, des pirates de s'introduire facilement. Et sans exemple pare-feu ou bien système d'information solide, c'est difficile de les détecter. Surtout maintenant avec l'arrivée de l'IoT et le cloud, ça devient de plus une nécessité de s'investir en termes de cybersécurité. Je rajoute une chose. Oui, tu veux répondre ? En parlant de cloud, en général, il y a pas mal d'entreprises. C'est vrai que le cloud devient une nécessité et une source d'attaque. Voilà. Donc, le cloud, pas mal d'entreprises disent qu'on est contre le cloud. Ça, c'est une réalité. Et toutes les nouvelles technologies qui permettent de contrecarrer les attaques virulentes, c'est bien, elles sont des plateformes cloud.
parce que grâce au cloud, on a plus d'accès à l'information au niveau mondial, aux nouvelles attaques, les process, je veux dire, le traitement est plus rapide. Donc le cloud, c'est une évidence. Après, il y a des entreprises, soi-disant par souveraineté, ils ne vont pas vers le cloud, alors que leurs employés, tout le monde va sur le cloud. Et ça, c'est une faille, c'est une surface d'attaque. Donc, vous n'allez pas sur le cloud, disons que c'est mieux, on est plus protégé. Et là, c'est pas sûr, parce que les meilleures solutions de défense, elles sont sur le cloud. C'est des plateformes qui utilisent de manière ou une autre du cloud. Et on va dire la contrainte, c'est les utilisateurs. Tout le monde est sur le cloud. Le directeur de l'agence, l'informaticien, ils utilisent du cloud. Et ça, le fait qu'ils utilisent du cloud et ils sont au sein de l'entreprise, là, donc, il y a une ouverture vers le cloud de l'entreprise. Donc voilà un peu je voulais attirer l'attention sur ça. Parfait. Et vous nous donnez une très belle occasion parce que nous allons enchaîner justement sur le cloud. Un dernier mot sur le cloud? Non? J'aurais voulu réagir à... Vous allez communiquer juste après, vous êtes. Ben, j'ai rien dit alors. S'il y a encore des choses, ils vont me les laisser au frais. Excellent. Oui, Sofiane? Prenez un autre micro qui est à côté. Juste par rapport au cloud, hein, parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport au cloud. Est-ce qu'on va sur le cloud ou pas? Bon, en général, avant de prendre la décision, on fait une analyse et on essaye de comprendre où peut se situer le problème. Il y a des points qui sont très importants. Déjà, si on est dans un organisme qui est réglementé, il y a des lois. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la territorialité des données. Donc on va s'assurer que les données vont être géographiquement, ne vont pas être en contradiction d'une réglementation. Et ça, c'est vrai pour l'Algérie, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, partout dans le monde. Hein. Donc il y a, surtout avec les nouvelles réglementations, la réglementation sur les données personnelles, etc. Et tout, donc ça, c'est important. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question par rapport au cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, hein, les fournisseurs cloud mettent en place les niveaux de sécurité qu'il faut. Donc ils ont les certifications, ils ont les conformités, etc. Et tout. Moi, je dirais pour qu'une entreprise qui n'a pas, qui est immature en termes de sécurité, le cloud, c'est déjà monter en maturité. Le fait de transférer ce risque à un fournisseur qui, lui, a les contrôles, donc il ne faut pas avoir forcément une mauvaise idée par rapport au cloud. Maintenant, c'est vrai que si on est assujetti à des réglementations, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre sur le cloud et d'autres pas. Donc ça, c'était juste un point. Très bien. Et vous nous offrez cette possibilité de faire la transition vers le prochain thème qui est le cloud. Merci, applaudissements s'il vous plaît pour Merci à tous. Ce panel cybersécurité et pour toutes les communications.